je dis grands laboratoires de recherche, ça ne veut pas dire qu'ils étaient importants quantitativement, ça veut dire qu'ils avaient beaucoup investi qualitativement. Et en fait, c'était des petites équipes qui mettaient sur pied, disons, tout de dispositifs technologiques extrêmement poussés. D'ailleurs, qui beaucoup pour la plupart d'un niveau égal à ce qui se faisait aux États-Unis. Voilà. Puis est-ce que ces laboratoires dépendaient d'universités ou étaient basés? Alors, certains oui, d'autres ont dû dépendre d'écoles d'ingénieurs qui se sont créées à ce moment-là, comme l'INSA, justement, et d'autres du CNRS. Hein? Je ne me trompe pas, je pense, c'est ça. Oui, il y a des... Là, en l'occurrence, il s'agit de laboratoire CNRS. OK. Nous, ici, dans les universités, on a eu, il y a un fait assez marquant à la fin des années 60. Il y a eu le réseau des universités du Québec. Et ces réseaux des universités du Québec étaient spécifiques à chaque région. Par exemple, en Abitibi, on avait beaucoup des laboratoires reliés aux mines, alors que du côté de Rimouski, notamment, des laboratoires reliés à la mer. Chicoutimi, c'était plus l'aluminium. Puis après ça, il y a eu d'autres plus tardifs, à Outaouais, ainsi de suite. Mais il y avait également UQTR pour Trois-Rivières, puis UQAM pour Montréal. Puis à l'intérieur de ce réseau des UQ, on a eu la création de l'INRS, qui est l'Institut national de recherche scientifique. Donc ça a donné une grosse impulsion. Puis après ça, les universités ont commencé à construire, à assembler leur propre centre de recherche. Si je regarde du côté de l'Université Laval, le centre le plus ancien, le centre de recherche le plus ancien, c'est le centre d'études nordiques. Puis le deuxième, donc études nordiques, c'était surtout des géographes qui étaient là. Puis après ça, le deuxième plus vieux centre de l'Université Laval, c'est le CELAT, où est-ce que je suis. Mais le CELAT, initialement, c'était vraiment à partir des travaux dans les années 40-50, où est-ce qu'on avait un groupe de ce qu'on appelait auparavant des folkloristes, ou des ethnologues qu'on dit maintenant, mais des gens qui faisaient beaucoup de relevés des contes et de la chanson, tradition populaire au Québec. Donc ça a été le CELAT. Maintenant, le CELAT existe encore, mais c'est rendu un modèle assez différent de ce que c'était. Mais initialement, le CELAT, c'était les archives de folklore, essentiellement. Donc, puis maintenant, donc, en sciences sociales, on a beaucoup de centres de recherche également. Puis ces centres de recherche ne sont pas financés, premièrement, par l'université, on est financé à partir du gouvernement du Québec. Le FRQ, il y a le Fonds de recherche québécoise. Un, c'est NT, Nature et Technologie, SC, Société et Culture, et l'autre, c'est Santé. Donc, il y a 3 grandes branches qui est appuyée par le gouvernement du Québec pour former les centres. Et naturellement, c'est des milieux très compétitifs. Et en fait, habituellement, c'est des regroupements de chercheurs qui proviennent de départements, mais qui sont financés par le gouvernement du Québec. Donc, ce n'est pas tous les gens. Puis, pour faire partie vraiment d'un centre, il faut aussi avoir démontré certaines capacités de recherche et de financement. Donc, écoutez, je pense qu'on est rendu à 20 et 18. Voilà. Oui. Et bonjour, Anne-Sophie. Excusez-moi pour mon retard. Ça va? On t'attendait. C'est gentil, merci. On parlait de ça en attendant. Ah non? C'est ça la question, la réponse. Donc, aujourd'hui, c'est Bénédicte qui va présenter ses travaux. J'aimerais que Bénédicte également, que vous contextualisez cette recherche que vous allez présenter d'abord pour vous présenter en même temps, puis on enchaînera avec votre présentation. Alors, merci Régina. Enfin, je m'excuse, j'ai été éjectée du système pendant quelques minutes, mais j'ai réussi à vous rejoindre. C'est une grande joie de la technologie. Donc, je me présente, je suis Bénédicte Roland Villemot. Alors, je vais peut-être aussi faire une petite incise pour nos amis qui ne sont pas français. Donc, je suis conservateur en chef du patrimoine au ministère de la Culture en France.
Et actuellement, je travaille dans une direction générale qui est une direction de l'administration centrale du ministère de la Culture. Alors évidemment, j'explique ça, ça peut paraître être euh, une approche technocratique administrative, mais ça explique aussi d'où je parle et comment j'ai bâti ce sujet de recherche autour des musées et autour du musée comme complexe technique. Alors, en plus, j'ai réorienté ma réflexion d'aujourd'hui parce que comme nous parlions de la pandémie et du Covid, qui a beaucoup fait, je dirais, évoluer les métiers du patrimoine et les musées vers un pas de géant, vers les nouvelles technologies, puisque maintenant on parle de métavers, de NFT, de musées virtuels par rapport à un musée réel. Donc, c'était l'idée justement de montrer que le sujet est un complexe technique, qu'on est au milieu, en fait, un objet hybride. Voilà, si j'ai répondu à votre question, Reginald. Reginald? OK, j'ai dit oui, mais mon microphone était fermé. C'est pas grave. Donc, c'est pour ça que j'ai été là à répondre. Oui, ça répond à la question. Merci. Je vais le Oui. refermer pour prendre moins de bandes passées. Oui, c'est moi qui ferme et les micros et les vidéos aussi pour avoir une bonne transmission. On n'a pas le choix. Et alors, puisque vous parliez justement là avec Anne-Françoise des structures de recherche, puisque aussi, on avait aussi l'évolution des nouvelles structures de recherche et des nouvelles recherches en université, puisqu'aujourd'hui en France, on parle des sciences du patrimoine. Et donc, est-ce que les musées font partie des sciences du patrimoine? Qu'est-ce que sont les sciences du patrimoine? Est-ce que c'est un objet hybride entre les sciences dites exactes, qui seraient la chimie organique, la physique, qui seraient pour connaître les matériaux constitutifs des œuvres d'art, mais c'est aussi des sciences humaines, l'archéologie, l'histoire de l'art, l'histoire, et aussi d'autres sciences. Maintenant même, on parle aussi d'humanité numérique. Donc, on est vers ce contexte, comment inscrire les musées là-dedans. Alors, je vous dis ça justement aussi parce que c'est une évolution qui m'a semblé importante. Et donc, en fait, moi, je suis partie en considérant dans mon projet de recherche que les objets de musée, enfin les collections de biens culturels, comme on dit au niveau international, sont des archives matérielles. Je les traite aussi bien comme des archives papier que l'on pourrait trouver dans un centre d'archives, comme des archives numériques. Et en fait, le paradoxe du musée, c'est qu'on essaie de faire surgir une totalité esthétique avec des fragments, puisqu'un musée ne fait que on n'a que les restes d'une société donnée, des éléments épars qui sont dotés d'une histoire technique, l'histoire de production des objets. Alors, certains objets ont été produits dans le régime de la pratique, d'autres dans le régime de la technique, et puis on va vers les objets contemporains, les objets du design, dans le régime de la technologie. Alors, support, couleur, et la scénographie elle-même, puisque le musée, en fait, c'est une interface entre les collections ou les biens culturels. D'ailleurs, maintenant, on parle aussi de patrimoine immatériel et ce que l'on veut dire, le discours que l'on tient. La scénographie elle-même donc suppose une matérialité incorporée et rendue invisible au public. Ce que l'on veut, c'est que cette scénographie, ce discours, soit le plus invisible possible au public pour mettre en valeur le discours et les objets. Étagères, accrochages, cartels, médiation numérique, etc., mais dont la présence interfère avec l'objet technique avec l'histoire technique, pardon, de l'objet muséal, qu'il soit ou non objet d'art, et menace à terme son existence. C'est-à-dire qu'on peut avoir une confusion entre l'objet lui-même, la scénographie et le discours que l'on veut tenir. Par exemple, le public qui fréquente les musées ignore souvent le rôle destructeur qu'a joué l'emploi de certains types de matériaux en restauration et la lente transformation et la lente dégradation irréversible des objets. Et la restauration, la conservation-restauration, loin d'un vain mot, suppose une connaissance approfondie de l'histoire des techniques comme de leur identité physico-chimique. Mais l'image elle-même de l'identité est soumise à la pression esthétique. La compréhension que les acteurs de la culture muséale, professionnels et usagers se font de l'esthétique, interfère sur l'histoire technique. Alors c'est souvent une approche en histoire de l'art qui a été souvent été par les collections. Je ne referai pas l'histoire des musées. Moi, je veux avoir une approche technique. C'est une approche, je dirais aussi par une approche esthétique qui est
la forme, l'iconographie, l'intégration de ces formes et de ces images dans une école artistique, un courant stylistique, souvent en ignorant l'histoire matérielle de l'objet, les archives matérielles de l'objet, de la technique de l'œuvre. Là, je fais référence à Dominique Poulot, on le connaît, qui examine comment le musée s'érige en espace politique, social, culturel et identitaire. Il interroge les modes de représentation et d'exposition du passé dans des lieux façonnés d'abord par des gouvernements, puis par le goût du public. L'auteur défend la spécificité d'une raison muséale dont il entreprend l'archéologie. Est-ce que cette raison muséale, est-ce qu'on peut l'interpréter en termes d'histoire des techniques? Et en fait, pourquoi je vous disais d'où je parle? Parce qu'en administration centrale au ministère de la Culture, c'est le ministère qui pilote la politique muséale pour les musées qui sont sous sa tutelle. Et donc, j'exerce une mission de contrôle scientifique et technique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mission de contrôle scientifique et technique? Alors, ça veut dire une technique aussi administrative, de protocole, de référentiel. Et alors, en fait, Dominique Pono, quand il parle des musées de France, reprend évidemment l'histoire à partir du musée du Louvre, et à partir du musée du Louvre va se structurer toute la politique du musée. Et alors, il parle aussi de l'apparition, particulièrement autour des années 1960, des techniques de conservation-restauration, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences du patrimoine. Et alors, elles permettent de voir les différents, la science et l'art sont associés pour dater, caractériser les techniques de production, les ateliers de fabrication, l'origine des matériaux naturels, déterminer la provenance des objets, identifier la nature des altérations et localiser, faire un CV de l'objet pour essayer de reconstituer son processus de création. Ces laboratoires, en utilisant les techniques d'investigation qui sont issues de l'archéométrie et de l'archéologie, développent des études technico-scientifiques sur les matériaux constitutifs. Et en fait, après, l'évolution des musées a fait que les œuvres ou les objets conservés dans les musées ont été produits dans le régime de la pratique ou celui de la technique pour les objets multiples. Et en fait, le musée délocalise, dépayse l'objet musée, puisque l'objet n'est plus conservé in situ, mais conservé ex situ. Donc, c'est là qu'on arrive dans un complexe technique, puisqu'on va construire un discours autour des objets, un discours autour pour le public, et avec des métiers qui vont faire ce que l'on pourrait appeler les métiers des musées. Une fois conservés dans les musées, les objets sont soumis à un processus de conservation, une chaîne opératoire. On va les identifier, les classer, les photographier, les scénographier, les multiplier et construire un discours technique autour qui va donc cette chaîne opératoire va de l'identification de l'objet à sa mise en valeur, sa valorisation et jusqu'à la médiation auprès du public. Et ce processus de conservation comprend différentes phases effectuées par différents intervenants qui constituent les métiers du patrimoine. Ces métiers appartiennent aux 3 régimes de la pensée opératoire selon les niveaux ou les types d'intervention sur l'objet et aussi leur implication dans les métiers du patrimoine, dans les métiers des musées. Régime de la pratique, par exemple, pour les restaurateurs ou les conservateurs, qui sont encore souvent, toujours dans les musées de petites dimensions, qui sont encore dans le faire et non pas dans le faire-faire. On est dans l'externalisation du métier d'art. Régime de la technique pour les restaurateurs et pour les conservateurs, et pour tous les métiers du musée. Et régime de la technologie pour les ingénieurs de recherche et aussi pour, comme on le verra après à la fin de mon intervention, pour les restaurateurs aussi et pour les conservateurs et les autres métiers du patrimoine. La question est d'interroger comment se construit le savoir autour des collections ou comment cohabitent dans un même objet ces 3 régimes de la pensée opératoire. En fait, la technique étant au cœur de notre réflexion dans toute sa complexité définitionnelle et dans ses aspects aussi bien intellectuels que matériels. Et nous souhaitons accorder une place particulière aussi on a appelé aux humanités numériques en tant que support, système, langage, environnement, puisque le musée est de plus en plus du côté des humanités numériques, en termes de connaissance des objets, en termes de structuration des métiers et en termes de valorisation. Sans occulter les autres technologies, bien sûr, nous pensons que la réflexion sur le temps long des techniques de la légitimation des savoirs
prendra une signification particulière en comparaison avec la technique dans laquelle notre société actuelle place autant de croyances que de méfiance. Là, autant, on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, on a autant de croyances, de méfiance dans la technique et dans la technologie. Donc, le musée ne conserve à proprement parler que de la matière, puisque c'est ce qu'on a dit, hein, on a remis en cause, puisque quand on va dans un musée, quand on va dans un objet du patrimoine, le visiteur, l'usager, le client, puisque maintenant on parle aussi d'industrie culturelle, se confronte à l'objet dans sa matérialité, dans son histoire matérielle. Hein, puisque c'est ce qu'on a défendu lors de la réouverture des lieux patrimoniaux dans le monde, c'est que c'est la confrontation à la matière qui fait la réalité du patrimoine et pas seulement l'aspect virtuel. Comment transmettre-t-il le musée des savoirs qui ne souvent se transmettent que dans la pratique, dans le cadre du groupe de travail, à la différence des savoirs enseignés formellement en milieu scolaire? Il n'y a pas, à notre sens, comme objectif principal, le musée n'a pas, à mon sens, comme objet principal de diffuser des connaissances techniques, d'acculturer à la technique ou de permettre une meilleure adaptation des gens en leur environnement technique. En effet, l'objet, surtout quand on parle d'objet d'art, puisque quand on parle des musées, on parle pratiquement systématiquement d'objet d'art, est le produit d'une approche esthétique, mais également technique, par les processus qui sont mis en cause lors de sa création et de sa production. Alors évidemment, je renvoie à un grand historien d'art, Paul Philippot, un historien d'art belge, qui a écrit dans les années 60 et qui a dit évidemment qu'il parle de rupture cachée. Quand on patrimonialise un objet, on est dans la rupture cachée, puisqu'on va lui donner un autre sens, il va sortir de son complexe d'origine, économique, sociale, technologique, pour entrer dans le complexe et on va lui donner un autre sens. Il va peut-être d'ailleurs le faire passer dans le régime de la technologie. Donc, c'est pourquoi il est indispensable de construire une méthodologie qui suive les exigences actuelles de la conservation. Quand je dis conservation, ce n'est pas la conservation-restauration, ce sont les métiers du patrimoine. L'étude de la restauration et les biens culturels, dans toutes ces complexités, qui leur répondent avec un regard plus adapté et plus vaste, qui prennent en compte non seulement les apports des diverses disciplines associées, mais surtout l'émergence de nouveaux modèles. Ce nouveau modèle se devra se penser comme méthodologique. Cesare Brandi, par exemple, le grand théoricien en Europe italien de la théorie de la restauration, écrit ce produit spécifique de l'activité humaine auquel on donne le nom d'œuvre d'art est défini comme tel après avoir été l'objet d'une reconnaissance particulière via la conscience. C'est seulement après avoir identifié un cycle qu'on distingue définitivement l'œuvre d'art de l'ensemble des autres produits. Et donc, le caractère, l'approche est nécessairement interdisciplinaire, hein, archéologie, sociologie, histoire, etc. Et c'est dans le champ des études de la culture matérielle que va se poser, se cristalliser cet objet hybride. Quand je parle de culture matérielle, je fais référence à l'ouvrage de Thierry Bonneau qui écrit « L'attachement aux objets ». Pourquoi je parle de l'attachement aux objets? Parce que c'est aussi un livre de Dominique Bonneau, La passion des objets, c'est-à-dire que le musée, c'est aussi un attachement, presque un attachement sentimental, affectif aux objets. Et même, je dirais, on peut penser même une certaine, je dirais, une accumulation d'objets qui pourrait même être, d'un certain côté, assez inquiétante. Ainsi, étudier un objet, sa forme, ses caractéristiques, ses matériaux, implique d'admettre la fiabilité des déductions que l'on tire et le mettre à l'épreuve d'autres disciplines. Les anthropologues, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ont souvent exploré, eux, plutôt la dimension symbolique des objets et moins leur implication technique. Et moi, je suis repartie des études d'André Leroy-Gourhan, qui, dans Matière et technique, a insisté sur cette essentielle solidarité des objets entre l'esprit et la matière, entre la phase sociale et la phase matérielle, qui conditionne autant l'usage que la fabrication des objets. L'ensemble appelant ce que l'on forme une chaîne opératoire. Et en fait, cette chaîne opératoire, je vais décalquer, si j'ose dire, transporter à les métiers des musées où on va classer, identifier, inventorier, photographier, expliquer, médiatiser, valoriser, conserver, restaurer. Donc, et pour le chercheur contemporain, cette culture matérielle comporte plusieurs niveaux de définition. Elle désigne à la fois le système des activités de production et de consommation, le système des objets et des équipements et les rapports entre humains et objets,
non humains, comme dirait Benoît Latour, dont je ne partage pas l'approche, l'ensemble des moyens matériels mis en œuvre pour les humains de s'adapter à leur monde. Ainsi, dans chaque société, il y a ces rapports-là. Et alors, et en fait, moi, j'aborde cette approche des métiers sur l'aspect des objets, des techniques, parce qu'en fait, c'est objet de musée et matière à penser. Dans un musée, à première vue, les objets n'impliquent pas primordialement une étude de la technique, mais seulement un recueil d'objets, dit le roi Gourand. Les métiers est-ce qu'on est dans les métiers du patrimoine et leur implication dans le processus opératoire autour du bien culturel. Ainsi, si on voit, c'est pour ça que je vous parlais quel est mon statut, parce que comme on est en France, les statuts sont définis par des référentiels métiers. J'ai une fiche métier, j'ai une activité en tant que conservateur, et on définit tous les métiers qui sont définis par des référentiels métiers. Et en fait, et c'est la différence justement entre le monde universitaire. Dans les musées, on se préoccupe de la matérialité, on est là pour la mettre en valeur, alors que dans les universitaires en sciences humaines se préoccupent beaucoup moins de la matérialité des œuvres. Bien que je vois qu'il y a une évolution justement avec l'apparition des sciences du patrimoine qui essayent au sein de laboratoires et au sein d'équipes interdisciplinaires de créer une transdisciplinarité que je dissocie l'interdisciplinarité, puisque la transdisciplinarité étant une acculturation à la culture de l'autre pour s'approprier une partie de la culture pour arriver à un discours technique commun. Alors, est-ce qu'on est dans la culture à musée? On est aussi bien dans la culture de l'atelier, la culture du laboratoire que la culture académique. Ces deux approches sont ressenties comme, ces approches sont souvent ressenties comme antithétiques et non complémentaires. Comment construire une transdisciplinarité nécessaire à l'étude des collections? L'histoire des institutions, l'histoire de l'enseignement et la formation au métier du patrimoine peut être une réponse. Et alors, juste parce que je ne voulais pas parler trop longtemps, parce que juste qu'on discute, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que l'on voit aujourd'hui, par exemple, que là, je vais faire, parce qu'en plus, bon, je travaille sur des archives qui sont les archives de ma propre administration, donc je le vois de l'œil de l'administration centrale, puisque nous sommes producteurs d'archives, donc je peux toujours consulter producteur. Et en plus, je vois aussi, je fais de l'histoire, puisque je retrouve mes propres rapports dans les archives, et en plus, je m'intéresse aussi aux pratiques. J'essaye de faire de l'ethnologie participative en regardant le milieu professionnel dans lequel j'ai évolué au long de ma carrière, puisque je suis pratiquement proche de la retraite. Donc, je vois bien aussi que, alors, il y a un nœud qui s'est fait entre culture, pratique, technique, c'est-à-dire que je pense que c'est une sorte quand on est, ce que j'appelle la technologisation du musée, mais qui est une technologisation de notre société, c'est quand on est passé du faire au faire, c'est-à-dire quand on a beaucoup externalisé de compétences. C'est-à-dire que maintenant, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour les conservateurs et restaurateurs du patrimoine, dont elles sont beaucoup plus dans la construction de cahiers de charges, dans la construction de protocoles, dans la construction de suivi et dans la construction d'évaluation. On est vers une technique, d'ailleurs, c'est pas que dans les musées, c'est aussi que, et en plus, comme on a aussi c'est là aussi qu'il faut aussi se rapprocher de la culture administrative, c'est-à-dire, on a créé beaucoup d'établissements publics, on leur demande des schémas directeurs, des contrats d'objectifs et de performance, et on leur demande des standards, puisque je prends le terme nord-américain, en France on dit des indicateurs, et on évalue la politique et la politique des institutions sur ce modèle-là. Donc là, c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'on est dans un objet hybride, c'est-à-dire on continue, hein, le rapport à l'objet, un rapport dans la théorie, dans le régime de la pratique, on le regarde, on l'observe. Après, on est dans la technique, on va le décrire, parce qu'un inventaire, l'inventaire administratif obligatoire d'un musée, descriptif qui a été d'ailleurs, qui vient souvent du monde naturel. On peut revoir ça comme on va faire, on va décrire le musée, comme on décrit des spécimens naturels. Ça vient de la méthode de
fond, ça vient de la Révolution française, la circulaire de Vicq-Désir, où on va essayer d'inventorier tout bien de la Révolution française. Après, parce que la politique, c'est la confiscation des biens nationaux. Donc déjà, quand on inventorie ça, on est dans la technique. On met l'objet dans des cases, on va le mettre en disant on va lui donner un nom de couleur, des dimensions, des matériaux. On est déjà dans le monde de la technique. On va créer comme ça un ensemble technique. Ensuite, après, à partir de cet ensemble technique, on va se dire comment le mettre en scène, puisque la scénographie, c'est un discours. Et là aussi, alors vous avez plusieurs intervenants. Il y a une vulgarisation des techniques entre le commissaire d'exposition qui va concevoir son exposition, le scénographe qui va concevoir la scénographie, et après, vous avez les métiers de la médiation culturelle qui vont concevoir un discours. Et on est dans une espèce d'objet hybride qui fait que c'est peut-être à la fois le malaise parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'est un musée, et on ne sait pas non plus très bien l'invisibilité des métiers qu'il y a derrière. Et ça, c'était Anne-Françoise qui m'a fait comprendre, c'est-à-dire que, et c'est ça justement aussi, et en plus, on a aussi l'idée que maintenant, est-ce qu'on doit, avec les nouvelles technologies dans les musées, c'est pas tout, hein, c'est 60, on peut l'appeler comme on veut, c'est émergent justement du numérique, est-ce qu'on parle maintenant de... J'ai vu un projet, je ne me trompe pas, peut-être à Helsinki, où on fait un musée complètement virtuel avec des métavers, avec des expositions immersives. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans ces expositions immersives, dans ces métavers, il y a de matérialité, puisque quand même aussi la façon dont on va produire les images, la façon dont on va les mettre en œuvre, la façon dont on va même les conserver, la façon dont on va les... Comme on nous parle d'écologie, le coût que ça va avoir, parce que quand on nous parle d'humanité numérique, c'est beaucoup plus en fait concret que l'on veut bien le voir, puisqu'il y a des clouds, il y a des systèmes de stockage des données. Donc en fait, on est là, on a un objet, hein, et en plus, bon, objet de musée qui est tu, parce qu'en fait, tout peut devenir objet de musée, c'est le discours que l'on parle, prête autour de lui. Alors est-ce que ce discours, à la fois, bien sûr, on s'intéresse à la technique de fabrication de l'objet, donc on fabrique aussi un discours qui est une technique de langage, une technique de présentation, une technique de mise en scène. Et aussi, maintenant, on est vers la technologie au sens de nouvelle technologie, puisque, en plus, on est vers l'idée qu'il faut, d'abord, on a technologiser tous les métiers, mais ça, on a vu d'ailleurs que ça ne concerne pas que les métiers du patrimoine, et en plus, on a aussi maintenant cette idée que monde virtuel, monde matériel, monde font un complexe technique. Alors, je ne sais pas si j'ai suffisamment été clair dans ma démonstration. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Non, c'est quand je vois personne, c'est pour ça Oui, on va se remettre. Ben, tu sais, c'était pour ne pas être coupé. Oui, je sais à cause de la bande passante. Oui. C'est la bande passante. Non, voilà. On t'a écouté, enfin moi je t'ai écouté. Écoute, je ne sais pas si j'ai tout moi compris. aussi. Voilà. Non, Bénédicte, c'est passionnant ce que tu nous dis là. Je trouve que tu as très bien avancé, tu as beaucoup approfondi toutes ces, enfin tu vois, l'usage des notions des régimes de pensée opératoire ou de régime de technicité. Ça, vous avez le choix de la qualification, c'est la même chose. Effectivement, ce qui s'est passé avec le Covid t'a donné une épaisseur considérable. J'aimerais bien que chacun qui a l'habitude de travailler sur pratiques techniques, technologies réagisse. Ça m'intéresserait bien. Moi, si tu veux, là où je coince un peu, mais
c'est un coinçage sympathique, hein. C'est pas, c'est pas du tout dans la catégorie du reproche. Alors, plutôt, ce que je comprends, parce qu'il se trouve qu'en ce moment, je prépare un article sur la notion d'artefact pour qu'est-ce qu'un artefact, hein, pour le prochain numéro de la revue. Et moi, je trouve c'est intéressant parce que tu clôt finalement ce qu'on avait, comment dire, entamé en tout début de séminaire, hein. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais en tout début de séminaire, j'en étais venu à la conclusion que le musée est un artefact cognitif, tu vois. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que tu nous démontres, en fait. En fait, quand je suis d'accord avec toi, c'est un artefact, c'est cognitif, parce qu'en fait, en plus, bon, moi, ce que toi, tu appelles artefact, je ne l'appelle pas forcément artefact. Je reste à la pensée d'André Desvallées, qui est un grand muséographe. Pour lui, un artefact, ça peut être aussi un objet de musée. C'est-à-dire un artefact, c'est pas forcément un objet de musée. Un artefact dans un musée, c'est pas forcément un objet. Alors, on va dire autrement. Voilà. C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui parle d'artefact cognitif et qui emploie le terme artefact, c'est Herbert Simon, hein, qui est le premier à parler d'artefact pour tous ces dispositifs matériels ou immatériels. Alors oui, qu'un artefact puisse contenir des artefacts, c'est-à-dire des objets techniques, c'est évident. Bien sûr, tu peux parler effectivement de méta-artefacts si tu veux. En tout cas, c'est un dispositif cognitif. Le fait de le penser lui-même comme un artefact permettrait peut-être justement à ton, j'entends à tout ce que tu appelles, on va dire en parlant sur les techniques, le complexe de production de l'artefact, hein, tu vois, c'est-à-dire, hein, voilà, ton complexe patrimonial, enfin, tu vois, tout est de se penser pour ce qu'ils sont, quoi. C'est peut-être ça. Alors, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est un écosystème qui produit des connaissances, mais pas que des connaissances. Qui produit, c'est ça, qui produit des connaissances, mais pas des connaissances. Alors justement, je trouve que tout de même, il y a deux choses qui sont absentes, parce que tu parles d'interface et tu as totalement raison, et là, je te rejoins à 100%. Mais il est très peu question de représentation dans ton analyse, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire, le terme est assez absent. Alors, est-ce que c'est normal, en fait? Qu'est-ce que tu entends par représentation? Parce que tu vois, quand tu dis le musée ne consomme à proprement parler que de la matière, c'est ta phrase, hein. À ce moment-là, je me suis dit, attends, le musée consomme énormément de représentation, il en construit, il en fait consommer, et il en fait consommer, et lui-même en consomme. Or, c'est un monde de la représentation, il en construit. C'est un monde de la représentation. Pour reprendre Dominique Polo, c'est un monde des images, mais pas au sens des images, c'est quelqu'un que le musée construit des images et construit sa propre image et sa propre représentation. C'est ça, mais si il construit un imaginaire. Il construit un imaginaire. Mais, la différence entre image, j'enlève ici imaginaire parce que ça subsume tout, si tu veux, là ça deviendrait trop grand, mais la différence entre image et interface, tu vois, parce que c'est que l'image est une interface, certes, mais nous sommes dans un type d'interface qui est, comment dire, où chacun intervient en quelque sorte. C'est-à-dire que l'image, tu vois, tu la regardes ou tu la regardes pas, tu la comprends ou tu la comprends pas. L'interface, c'est une interaction réciproque. Quand tu crées l'interface, la personne agit au travers de la… Et si tu veux, l'image est une forme de représentation, seulement une forme de représentation. Ça ne suffit plus de dire que le musée est une image. Voilà. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en plus, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire en plus, il y a la notion de réception, c'est-à-dire que le visiteur n'est pas passif, il est actif. Il accepte ou il n'accepte pas l'artefact de connaissance qu'on lui propose. Voilà. Et dans le monde technologique, quand tu crées une interface, nécessairement, tu la crées en interaction, si tu veux, entre celui qui crée l'interface et celui qui reçoit ou celui qui va participer à la réception. Alors, et ça, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que là aussi, mais peut-être parce que je vois l'évolution, c'est-à-dire que les visiteurs, maintenant,
veulent de plus en plus être participatifs dans cette C'est ça, interface ouais. et, Immergé. et même agir. D'ailleurs, ils Ça. veulent aussi agir dans le discours du musée. Ouais. Et donc, cette interface est en train de s'agrandir. D'ailleurs, devient un espace de plus en plus hybride parce qu'il peut aussi interagir dans le domaine du musée, mais aussi dans le domaine numérique. Et là, parce que je crois que le discours que l'on tenait très chronologique, très passif, n'est plus accepté dans notre société, n'est plus accepté dans notre société contemporaine et ne fonctionne plus. Donc là, je crois, c'est pour ça aussi que je terminais, que justement le musée est en train d'évoluer et on est justement dans un objet complètement hybride où même dans les musées très classiques de beaux-arts, les gens veulent dire ah mais moi c'est pas comme ça que je vois là, c'est pas comme ça que je vois cet objet-là. Ils veulent des lieux d'interaction avec les gens qui ont construit, même s'ils ne savent pas qui c'est, même s'ils ne savent pas comment ça a été construit. Là, je suis d'accord avec toi. Et on a une espèce je ne sais pas si c'est une chimère ou un objet qui est en train de se construire et qui est en perpétuelle évolution. Alors, une chimère, oui, on peut en discuter sur chimère, mais ça, je ne discuterai pas là-dessus. Alors, toujours dans ce sens, quand tu parles de complexe technique de la conservation, tu vois, c'est intéressant parce que il y a quelque chose qui est absent aussi. On a l'impression, non pas dans ton analyse, mais que ton analyse montre que c'est absent. Et ce qui fait la différence entre le complexe technique et le système technique, si tu veux, au sens large, Bernard, hein, pas au sens système industriel, là pour le compte au sens de Bertrand Gilles. Oui, de Bertrand Gilles, oui. Voilà, eh bien, c'est le feedback, c'est-à-dire c'est l'effet retour. Et en fait, dans le complexe technique, la notion de complexe technique est descriptive, même si c'est de la description d'une dynamique, ce n'est que descriptif des agencements en quelque sorte. C'est une notion architecturale, la notion de complexe technique. Le système technique inclut toujours un effet retour, c'est la définition du système. Il y a la complexité et l'effet retour. Donc, et là, on n'a pas l'impression que le monde technologique du musée pense l'effet retour en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il se fixe sur quelque chose qu'il veut penser, même momentanément, bizarrement, comme définitif. Je veux dire, même si c'est momentané, parce que l'exposition temporaire, il n'y a pas d'effet retour. Et quand c'est fini, il n'y a pas de rétexte, il n'y a rien de tout ça. Quand c'est fini, ça dure un temps. Et c'est pareil pour les expositions permanentes. On n'a pas on a l'impression d'un complexe qui cherche une dynamique alors qu'il est dans son essence figé en quelque sorte. Et j'aurais tendance à dire, moi, que ce qui domine encore dans ce monde que tu décris et très intelligemment et de façon très intéressante. Moi, j'aimerais bien que tu nous fasses dans le numéro conception un article « Qu'est-ce que concevoir un musée ?» Ça oui. M'intéresserait bien. Tout à fait. Je vois ce que tu veux dire. On a l'impression qu'il reste figé sur le régime de la pratique, de la technique, pardon, en quelque sorte. C'est-à-dire de la gestion. Je vois ce que tu veux dire. Hein, voilà. Alors, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'en plus, comme l'exposition, qu'elle soit temporaire ou permanente, s'inscrit dans un espace, mais là, je parle de l'espace physique, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose de fini. Tu veux dire qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retexte, comme on dit maintenant, de retour d'expérience. Alors, justement, c'est ça que je voulais te prouver, c'est que, par exemple, nous, ministère de la Culture, je dis bien sur les musées nationaux, la tutelle. Ce n'est pas la même chose quand on assure le suivi des musées territoriaux, puisque là, on n'est pas dans le même degré de retour d'expérience. Quand je te dis qu'on a créé, par exemple, des établissements publics, maintenant, il y a des schémas directeurs, il y a des COP, des contrats d'objectifs et de performance, c'est justement ça qu'on leur demande. On leur demande un retour d'expérience en disant, par exemple, bon, votre exposition permanente, qu'est-ce que vous en avez attendu? Quels sont les retours que vous avez eu du public? Et vous, comment vous la concevez pour la modifier? Oui, d'accord. Alors, si ça inclut qu'est-ce que vous modifiez après, voilà. Qu'est-ce que vous modifiez dans le processus de votre exposition permanente, là, tu as un effet feedback et tu rentres dans une pensée systémique, si tu veux. Et alors, là, tu rentres dans le régime de la technologie, là, carrément. Voilà, et la pensée, pour aller dans ton sens, la pensée systémique qui vient pour moi plus, et tu as totalement raison, mais après on verra ce que Bernard en pense, du modèle industriel, est une révolution culturelle, le mot est peut-être un peu fort,
dans l'administration française, parce que dans l'université, excusez-moi, c'était un peu la même chose aussi, donc non seulement cette culture de l'évaluation, mais de la pensée systémique de feedback, c'est une nouveauté et ça change, je pense, totalement aussi le rapport au musée, le rapport aux expositions et même le rapport même par rapport à ce que l'on propose ce qu'on fait maintenant, les produits auprès des publics. Et c'est pour ça que maintenant, quand je te dis qu'on parle d'industrie culturelle, hein, le Louvre est une industrie culturelle. Quand il a perdu 45 millions à cause du Covid, il a bien fallu faire du feedback et du retour d'expérience pour dire comment vous allez vous en sortir. Oui. Tu vois? Et là, je pense que l'effet Covid a fait accélérer des choses qui étaient déjà là. C'est vrai que maintenant, on parle beaucoup plus d'indicateurs. On va demander, par exemple, au musée, vous avez fait, par exemple, combien d'expositions temporaires par an? Qu'est-ce que vous en avez entendu en termes qualitatifs, quantitatifs, et comment vous allez vous projeter dans l'avenir? C'est pour ça qu'on a mis en place le projet scientifique et culturel d'un musée, qui est pour une durée de 3 à 6 ans, et on demande un feedback, c'est-à-dire l'aspect positif, l'aspect négatif. On pourrait dire d'une certaine manière on peut être un musée virtuel sans être un cybermusée, c'est-à-dire j'entends par ici non pas je suis pas du tout d'accord avec Cécile Lafontaine, cette chercheuse canadienne qui écrit des ouvrages très intéressants mais très idéologiques sur la cybernétique et l'histoire de la cybernétique en France, où à mon avis elle ne perçoit pas tous les aspects qui se sont déroulés, mais justement, disons, dans le cyber, tu as l'effet feedback. C'est ce qui différencie, par exemple, pour Simon, c'est ce qui différencie, Herbert Simon, c'est ce qui différencie la cybernétique de l'intelligence artificielle. Tu vois, c'est-à-dire que, alors maintenant, c'est plus vrai, mais à l'époque, hein, j'entends dans le milieu des années 50. Donc, tu vois, c'est-à-dire que par les musées virtuels, c'est mettre en place une interface, c'est mettre en place, voilà. Et parler de cybermusée, c'est mettre en place, c'est mettre en place des procédures de gestion de ces interfaces qui tiennent compte des effets retours. Voilà, c'est ça la différence. Et c'est ça que tu es en train de nous dire. Et c'est là que j'ai l'impression qu'on est en train de là dans un... C'est peut-être trop tôt pour l'analyser parce que c'est récent, mais on est actuellement dans ce nœud-là. Et c'est ça, et tu as raison de dire que c'est ça, là, oui, c'est totalement le régime de la technologie, par contre. Oui, totalement. Oui, oui. Alors, je crois qu'Anne-Sophie a une question. Alors voilà, ça y est, moi j'ai dit tout. Enfin voilà, si c'était mes réactions, merci en tout cas. Jean? Oui. J'ai l'impression que Martine a un problème de micro, donc l'avion, il a pu connaître une vie avant d'entrer au musée, il a pu être comme tout objet, transformé, réparé, comme tous les objets de la vie quotidienne. Et là, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un objet d'origine, hein, parce que après, il a peut-être, si la restauration est bien documentée, ça transforme l'objet. Et en plus, bon, et après, il y a des copies. C'est pas forcément un faux. C'est parce qu'il n'a pas forcément 100%. Un objet, les musées n'ont jamais d'objet d'origine. Un tableau qui sort le tableau qui est dans le musée, c'est pas le tableau qui a été conçu dans l'atelier parce qu'il a connu des dégradations ou des altérations qui font partie de la vie de l'objet. Et alors, par contre, les copies, je suis tout à fait d'accord qu'on peut mettre des copies. D'ailleurs, beaucoup de musées ont des copies, sauf il suffit de le dire. Alors moi, j'ai travaillé sur la copie comme authenticité technique. C'est souvent plus intéressant d'avoir des copies ou des facsimilés, comme la musique à Paris, que des instruments anciens, parce qu'on ne peut pas les faire jouer, et ils ont perdu leur message technique. Donc c'est là aussi pour répondre à ce que disait Anne-Françoise, on est justement dans ce complexe extrêmement compliqué, c'est-à-dire un artefact de connaissance où l'objet de musée, on le prend tel qu'il est. Il n'y a pas d'objet originel. Alors après qu'un visiteur vienne perturber le musée parce qu'il remet en cause les connaissances du musée, c'est ce que disait justement Anne-François, c'est que là aussi, le visiteur crée une interface, peut aussi avoir sur ce qui est diffusé dans le musée. Donc on reprend exactement ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Mais je pense que là, on est aussi en train de changer. Hein, bon, je ne connais pas ce musée, parce qu'en plus, c'est très difficile de porter un jugement sur des petits musées quand on ne connaît pas leurs moyens matériels, leurs moyens, comment ils ont documenté leur objet, donc c'est difficile. Voilà ce que j'avais à te dire. Oui, c'est bien, mais j'aime votre vision des choses. La seule chose, c'est que le musée fait sa publicité, disant que
l'avion est 100% original et ce n'est pas vrai. Donc, c'est peut-être un peu berné, là, ceux qui vont le visiter, de présenter quelque chose qui est plus ou moins une copie en disant que c'est l'original. Si on dit que c'est une copie, c'est bien, mais si on le présente comme étant quelque chose qui date de 1918, alors qu'il a été transformé au cours de plusieurs décennies, je ne sais pas, là c'est peut-être au niveau de l'éthique du musée plus que sur l'objet en tant que tel. Alors, je pense que bien sûr, c'est une question d'éthique, mais je pense aussi que c'est une question de communication. C'est-à-dire qu'évidemment, le public viendra plus facilement si on lui dit que c'est entre guillemets, un objet originel de 1918 que si on le. Parce que c'est aussi cette fascination, parce que là, justement, ce que disait Anne-Françoise, c'est que le musée est un monde de représentation. Donc, les visiteurs sont persuadés que les objets qu'on leur montre sont des objets dits authentiques, dits originels, mais c'est un discours. Mm-hmm. OK, merci. Martine? Oui, Oui, attends, Martine, une petite seconde, je voulais rebondir sur cette question d'authenticité. Une seconde, Martine, et je te passe la parole. Oui, très bien. J'arrête pas je me rappelle d'avoir déjà raconté cette histoire, mais pour aller dans le sens, je veux dire, c'est ça, c'est pour ça que la notion de représentation est importante. Hein. J'ai fait visiter à mes petits-enfants un bateau disons, Bernard me pardonnera, je ne connais pas la typologie de la marine de guerre, mais disons une vedette de la marine de guerre qui s'appelle le Maillé-Brézé. Bon, certainement, Bernard sait de quoi il s'agit, et toi aussi, bien sûr, Bénédicte, c'est évident. Et donc, on est dans un objet absolument authentique. Là, il n'y a pas de problème. On s'y dit un des ennuis d'ordinateur. On est immergé dans un truc authentique, c'est à 100%. Il n'y a pas de problème là-dedans, on vit dans l'authentique. Sauf que, il se trouve que je m'y connais en marine, parce que c'est là-dedans que j'ai grandi, et que le type qui nous l'a fait visiter, moi, je trouvais sa façon très, très étonnante de nous expliquer les espaces de ce bateau. Et à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? Je ne comprenais pas. Et parce que j'ai une culture marine, en fait. Je connais les espaces de bateaux, etc. Je connais le vocabulaire, je sais comment on agit dans un espace naval et tout. Et en fait, à la fin, il nous a dit, on a discuté un peu avec lui, il a dit que lui, en fait, il était un ancien des chemins de fer, il était un ancien cheminot, il était passionné des chemins de fer. Et je me suis dit, OK, son bateau, il nous l'a fait visiter comme si c'était une locomotive. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il décrivait renvoyait non pas au Maillé-Brézé, mais à son espace représentationnel à lui, qui était la locomotive, en fait. Et personne ne s'en est rendu compte, en quelque sorte. Donc, c'est pour dire que c'est dommage que ces petits musées réagissent comme ça, mais j'insiste sur la question de la représentation. Une fois plus, on est là-dedans. Et je ne suis pas d'accord avec, je ne sais plus si c'est Poulot ou machin, c'est trop facile de parler d'image. Voilà, oui. C'est ça. Mais bon, pour dire qu'en soi, l'authentique, ça ne veut rien dire. C'est pour aller dans ton sens aussi. Voilà. J'arrête et je passe la parole à Martine. Voilà, Martine. Oui, alors, donc je disais merci pour cette intervention. J'aurais une question et peut-être un commentaire sur la notion d'acculturation des publics. Parce qu'à un moment, tu précises, alors j'ai imprimé le texte, donc voilà, je vois. Le musée de conserve à proprement parler que de la matière, comment transférerait-il des savoir-faire qui ne se transmettent que dans la pratique? Alors là, Oui, moi je pense que oui. Pardon? Vas-y, c'est oui. Oui. Alors, la réflexion que ça m'amène, en fait, moi, souvent dans les musées techniques, on a la salle des techniques. Alors là, je me réfère au musée Adrien Dubouché de Limoges, où on présente les matériaux et la matière et les machines. Je me réfère au musée de la dentelle et de la mode de Calais, où la salle des techniques est au milieu du musée, et les instruments et les machines fonctionnent. En ce sens que, par exemple, à Limoges, il y a également les ateliers qui sont fréquentés par les élèves. Donc, ça permet justement une acculturation du public et des jeunes à ces métiers qui sont un peu dévalorisés, entre guillemets, et de façon à leur donner envie par
l'appréhension d'une certaine esthétique des objets conservés, l'envie de participer de se former à ces métiers. Donc c'est pour ça que je sens j'ai un peu un malaise par rapport à cette réflexion. Et par exemple, pour en revenir au musée de la dentelle de Calais, il faut se rendre compte qu'à Calais, cette salle des techniques, elle est tellement bien pensée, les ateliers sont tellement vrais que les ouvriers, quand ils sont revenus dans les salles, ils sont venus une fois, ils ne sont pas venus deux fois. Ils ont dit c'est trop dur pour nous de revenir dans ces salles. Donc là, on peut dire que vraiment, le pari est gagné de montrer la pratique au public. Donc c'est pour ça que je me permets d'intervenir sur cette notion-là, parce que je ne vois pas bien comment on peut dire qu'il n'y a pas d'acculturation à la technique dans les musées techniques. Voilà. Parce que d'abord, mon sujet ne se concerne pas que les musées techniques. Je connais très bien les musées dont tu parles, Calais et Limoges. Bon, alors à Calais, c'est vrai qu'ils font refonctionner un métier Liverse en continu, et qu'en plus, ça a permis à former un apprenti pour revitaliser la dentelle de Calais. Mais ce que je veux te dire, c'est parce qu'on reprend ce que disait Anne-Françoise tout à l'heure, on est quand même dans le domaine de la représentation. Tu vas avoir une sensibilisation du public à des métiers, c'est très bien, une sensibilisation des publics à des métiers, très bien, si ça crée des vocations, si des jeunes ont envie de se lancer dans les métiers d'art, la céramique, mais ce n'est pas un apprentissage du savoir-faire, parce que alors là, je me réfère à Denis Chevalier, la transmission des savoir-faire dans un atelier ou une usine, c'est informel. Et ce n'est pas, et je pense que c'est un leurre de croire que les métiers, en particulier techniques, c'est une sensibilisation. Mais quand une classe arrive devant un objet, voilà, lui présenter tout, ça fait partie d'un tout pour moi. Mais voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Françoise, mais ce n'est pas comme ça que l'on va s'imprégner. Quand je parle d'imprégnation, je prends exprès le terme parce qu'on s'imprègne d'un savoir-faire, ça s'apprend, ce sont des transmissions qui, pour le coup, en particulier dans le domaine des métiers d'art, se font dans le domaine de la pratique. Voilà. Non, le fait de voir, c'est très magnifique, c'est très beau, c'est très intéressant. Voir, moi-même, j'ai été dans des usines, disons, à Fougères, où on faisait le cristal, j'ai vu des choses extraordinaires. Ça ne m'a rien appris, mais rien appris sur comment faire pour faire du cristal. De la même manière qu'on n'apprend pas à faire du ping-pong en lisant un livre sur le ping-pong, aussi important soit-il. Non, mais pour apprendre à faire du cristal, il faut être apprenti devant un four et puis et mettre la main et souffler dans la canne. Et pour faire du textile, d'ailleurs, quelqu'un qui le sait très bien, elle serait là si elle le disait, elle le dirait si elle était là, c'est Sophie Desrosiers, tout à fait, qui est quand même l'historienne des textiles en France par excellence, et qui, pour faire comprendre bien avant notre ami anthropologue anglais, là, vous savez qui je veux dire, là, qui était venu dans notre séminaire là, il y a en 2016 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus son nom, là, Tim, je ne sais plus quoi. Tim Ingold. Oui, voilà, Tim Ingold. Bien avant Tim Ingold, la première chose qu'elle faisait avec ses étudiants pour qu'ils comprennent de quoi ils parlaient et de quoi ils allaient parler, sur quoi ils travaillaient, eh ben, elle leur donnait un métier, un petit métier, ils devaient faire du métier. C'est-à-dire, alors là, il y a effectivement un début de processus d'apprentissage. Mais ce n'est pas dans un musée en promenant les enfants, etc., que tu fais un début de… Non. Ce que conçoit comme acculturation aussi, c'est les ateliers qui sont mis en place à côté, justement. Et par exemple, j'ai un exemple des ateliers qui sont des mini-ateliers qui sont proposés pour les enfants dans les musées à Lyon, où on leur montre des métiers miniatures pour leur apprendre à tisser. Voilà. Donc ça, on leur apprend vraiment la technique. Je suis d'accord avec toi, mais c'est la même chose pour moi. Je reprends ce que disait Anne-Françoise, l'artefact de connaissance, la représentation, les ateliers pédagogiques pour enfants, pour adultes, c'est ce que j'appelle de la médiation culturelle, voilà, ou de l'éducation artistique et culturelle. Voilà. Et c'est très, très bien que ça existe. Je ne suis absolument pas contre. Et mon discours ne s'adresse pas qu'au musée technique. C'est très, très bien que ça existe. C'est une sensibilisation.
mais je maintiens ce que je dis sur les savoir-faire. Anne-Françoise prend les cristalleries d'origine lorraine, j'ai visité Saint-Louis, Baccarat, autres. Bon, c'est merveilleux, hein, mais c'est pas comme ça. Après, tu vas au musée des Beaux-Arts de Nancy, bah, je n'ai toujours pas compris comment Gallet arrivait à faire des verres avec 3 couches. C'est pas en voyant les verres que je le comprends. Oui. Non, Anne-Françoise? Si, mais je suis d'accord. Est-ce que je peux me permettre un… Je suis d'accord Oui, avec Sophie, toi aussi. Sophie. Dans les projets d'exposition, on est constamment confronté à ça, mais je crois qu'on en avait déjà parlé ici, c'est-à-dire une espèce de rêve qu'on va transmettre les sciences à travers les expositions de culture scientifique, et que si on fait une petite manip, on va transmettre… voilà, donc comme tu disais, Bénédicte, ça peut participer d'un éveil, c'est de la médiation, mais ce n'est pas de la transmission de savoir-faire ou de gestes techniques, on n'apprend pas. Enfin, j'ai participé à de nombreuses expériences en paléométallurgie devant public, vraiment de nombreuses. Ça a été une partie de mon activité dans les années 90 et je n'ai jamais vu que ça la formait un paléométallurgiste. Par contre, oui, ça montre aux gens, au public, disons, la réalité de monde qui n'existe pas. J'aime pas beaucoup le mot acculturation, personnellement, je trouve ce mot bizarre, qui signifie l'inverse de ce qu'il est, je n'aime pas. Mais il est certain que c'est indispensable, Martine. Et ça, si c'est ça que tu dis, je suis 100% d'accord avec toi, c'est absolument indispensable. Ça fait partie d'un tout. Voilà. Mais ce n'est pas, disons que ça ouvre les yeux sur les mondes antérieurs, mais ça ne suffit pas à former des gens, si tu veux, et même à en faire des carreleurs, des mineurs, des verriers. Oui, mais ça donne une autre vision de tous ces métiers techniques. Mais ça, Martine, c'est très important. À un moment où justement je ne le conteste pas, Martine. Je ne le conteste pas. Je ne le conteste absolument pas. Tous les musées sont là pour ça. Mais ce n'est pas la transmission de savoir-faire. Et une chose est certaine, c'est que le public est fanatique de ça. Il n'y a pas besoin des musées. Il n'y a pas besoin des musées. C'est un manque, ça correspond à un manque total dans notre société. Ça correspond à un manque total dans notre société. C'est-à-dire que notre société est coupée de la pratique totalement. Je vais te donner un exemple qui n'est pas un musée au sens appellation des musées de France en code du patrimoine. J'ai visité, je crois que c'est en Normandie, l'usine d'aiguilles à coudre qui s'appelle Bohain. Bon, ils ont muséographié leur espace. Et on voit comment sont. Mais en fait, c'est une usine, c'est ce que j'appelle moi le musée dans l'usine. C'est une représentation. On met les espaces de travail en représentation. Et c'est ouvert à quelques heures. J'avais participé à Voilà le travail, ce qui avait été fait dans les années, à la fin des années 2000, Voilà le travail, dans le département de la Seine-Saint-Denis, j'avais été associée à cette démarche-là. On visitait des usines, mais on est quand même dans le domaine de la représentation. C'est vrai que, mais je trouve ça, Martine, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est très important ce rôle parce que c'est ce qui manque dans notre société, c'est le rapport à la matérialité. Et on le voit d'ailleurs un peu avec cette angoisse de l'immatériel. Je te dis seulement que je suis très contente que ça existe et ça a raison d'être. Mais je rejoins Anne-Sophie Rosé, ce n'est pas quand même comme ça que l'on va vraiment transmettre des connaissances scientifiques pointues ou des savoir-faire. C'est pas le rôle. Je pense que c'est pas le rôle des musées de transmettre des savoir-faire. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. On pourrait en parler des heures, hein. Non, tu transmets pas. Non, c'est un artefact cognitif, c'est-à-dire c'est un endroit. C'est exactement ce que tu dis, Martine. C'est un endroit qui est créé pour inciter à connaître. Ben oui. Tu n'apprends pas, ce n'est pas dans un musée. Dans une société. Oui, mais attends, je n'ai pas terminé. Ce n'est pas dans un musée que tu apprends à peindre. Tu utilises le musée pour apprendre à peindre, mais tu apprends à peindre dans les écoles des beaux-arts. Oui, mais ou dans un atelier de peintre. Le musée, non, mais d'être devant les œuvres comme ça et de leur dire il y a un lien à la technique.
et de reconnaître, Martine, oui. c'est exactement pour ça que l'on dit que ce sont des artefacts cognitifs. C'est-à-dire ce sont des dispositifs créés spécialement pour inciter à connaître. C'est exactement ça. Donc, un musée technique est un dispositif qui est créé pour inciter à connaître sur la technique ou sur la science si c'est un musée des sciences ou sur les arts si c'est un musée des beaux-arts. Mais ce n'est pas un endroit de transmission de la technique, de la pratique ou même artistique. Alors, c'est vrai qu'il y a des copies sur le Louvre, mais les copies, c'est aussi un artefact de connaissance. Là, il y a des peintres qui sont complètement incultes, qui n'ont jamais foutu les pieds dans des musées, et qui sont des grands artistes. Hein. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. C'est-à-dire, c'est pas du tout ça qui est en jeu dans cette histoire, en fait. Ce qui est en jeu dans cette histoire, ce que Bénédicte essaie de faire comprendre, c'est la difficulté qu'il y a dans le monde des musées à justement envisager les musées de cette façon. Et justement, il ne faut pas les considérer. Moi, je n'ai jamais, mais je le dis, hein, je ne pense pas que le musée n'est pas forcément là pour apporter des connaissances. Hein. Sauf quand tu l'outil, c'est un artefact de connaissances, mais pas sous le terme pédagogique comme l'école. Hein. Pas le rôle. J'ai une autre anecdote à ce propos. Il s'agit, si vous voulez, pour faire comprendre la chose, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, c'était au moment de la création du musée du Louvre à Lens. Et donc, il se trouve que j'ai participé oui, c'était ça. Il se trouve que c'est dans le Grand Nancy, j'ai participé à de nombreuses missions d'évaluation des musées techniques, moi aussi, mais en tant qu'experte, disons, et là, c'était dans le cadre du Grand Nancy, et donc il était question de repenser les musées du Grand Nancy, et en particulier les musées techniques, en particulier le musée du fer, etc., etc. Bon, et j'étais là personnellement à ce titre-là. Il y avait énormément de monde, des beaux mondes, etc. Et pour nous montrer ce qu'il fallait faire ou dans quel sens aller, on a eu donc une intervention des gens du Louvre qui étaient en train de monter le musée du Louvre à Lens. Et ils ont commencé par une enquête, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, dans lequel ils ont demandé aux gens du Louvre, aux visiteurs du Louvre, est-ce que vous aimez? Alors d'abord, ils se sont rendus compte que les visiteurs du Louvre à Paris, c'était d'abord c'était très peu des Français et c'était quasiment que des étrangers. C'est que des étrangers. Voilà. Et justement, mais à 90% des étrangers. Et grâce au Covid, le Louvre est redevenu un musée de proximité, grâce au Covid. Alors, et donc, deuxième question, est-ce que vous aimez le Louvre? Les étrangers qui venaient le visiter répondaient oui. Est-ce que vous allez revenir? Oui. Est-ce qu'ils reviennent réellement? La réponse est oui. Et après, la question qui tue, c'était est-ce que vous avez compris ce que vous avez vu? Réponse non. Personne ne comprenait. Conclusion, attends, j'ai pas fini, Bénédicte. Conclusion des gens, disons, de l'équipe de direction du futur musée du Louvre à Lens, c'est inadmissible, ça ne sert à rien, ils ne comprennent pas, il faut qu'on leur explique. Bon, d'accord. Je rentre chez moi, un peu tracassée par ça, parce que personnellement, je déteste qu'on m'explique quelque chose dans un musée. Je déteste ça. Et parce que j'aime l'immersion, en fait, j'aime comprendre par moi-même, j'aime l'immersion, et tant pis si je me trompe. Et donc, ben voilà, Laure a raison. Je raconte ça à mon fils, mon premier fils, qui à l'époque avait 14-15 ans. Et mon fils, je l'ai vu rentrer dans une colère, mais il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'est quand même pas obligé de tout comprendre, on a le droit de rêver, laissez-nous donc rêver dans les musées. Eh bien voilà. Mais Anne-Françoise, c'est ça le truc. Il faut pas, un musée n'est pas un artefact, n'est pas créé pour apprendre. Et alors justement, et d'autant plus que ce qu'on disait toutes les deux, c'est qu'en plus, si tu veux, c'est terminé. Nos concitoyens ne veulent plus un parcours chronologique où on va de A à Z, un endroit de A à Z. Ils veulent vivre une expérience. Et ce n'est pas. Pour moi, ce n'est pas négatif de vouloir vivre une expérience et de se faire plaisir dans un musée. Bon, moi, je coupe le micro, Régina. Je voudrais ça fait un moment que je voudrais poser une question. Oui, vas-y, Bernard. Bonsoir, Bernard.
il y a quelque chose qui est totalement absent de tous vos discours, c'est le fait que les objets techniques sont quasi totalement, en totalité, des objets où le mouvement est important. Je suis d'accord. On est d'accord. Et donc, représenter le mouvement pose des problèmes d'accord. insolubles. On est d'accord. Je suis d'accord. Bon, c'est pas insoluble, mais il vaut mieux représenter, comme je l'ai vu à Londres, une machine de Newcomen entière, c'est énorme, ça occupe le hall, et une petite animation qui montre comment ça marchait. Je suis d'accord avec toi. Parce que, pardon? Je suis d'accord avec toi. Une machine qui ne bouge pas, c'est pas là. Alors un avion, on peut toujours le montrer, on en a vu dans le ciel, mais la quasi-totalité des objets qu'on voit dans un musée technique sont des objets qui n'ont de sens que par du mouvement. Alors maintenant, la notion de système technique pour le musée, je vous la laisse, ça j'ai pas compris. Je crois que c'est sans espoir. Je mourrai sans avoir compris, mais peu importe. Donc, je voudrais quand même qu'on introduise cette idée que quand on représente quelque chose dans un musée, quand c'est une peinture, ben c'est statique une peinture. C'était ce qu'on faisait avant la photographie. Alors, Bernard, je n'ai pas tout entendu ce que tu disais parce qu'il y a eu une coupure. Juste pour te parler de la mise en mouvement. Voilà pourquoi je répondais à Martine ce que je viens de répondre. C'est-à-dire que si tu prends une machine, je vais faire une autre remarque. Une autre remarque pour Anne-Françoise. Le Maillet-Brézé, qui est un ancien escorteur d'escadre construit dans les années 50, quand tu l'as visité, tu n'as visité qu'un wagon de transport de voyageurs et de wagon-restaurant. Tout ce qui faisait l'importance et l'intérêt du bateau avait été retiré, c'est-à-dire tout ce qui était armement, tout ce qui était conduite de l'armement, tout ce qui était électronique, tout ce qui était système d'armes. Et un bateau de guerre sans l'armement, c'est quelque chose de totalement émasculé. Oui, mais je suis d'accord. Non, mais bien sûr. D'ailleurs, ça renvoie à l'authenticité. Mais Bernard, j'ai aussi visité un morutier à Saint-Malo, parce que la visite de bateau est une chose que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, hein, le morutier, il était désarmé. Donc, et basculé aussi, si tu veux, quelque part, ça c'est clair. Mais néanmoins, la personne qui nous le faisait visiter, c'était un ancien morutier. Et quand il est rentré dans le, comment ça s'appelle, dans le carré de commande, là, j'ai oublié, excusez-moi le nom, ben, il portait, c'est incroyable, parce qu'il portait il avait un bonnet, il a enlevé son bonnet. Quand il est monté sur la passerelle ? Oui, la passerelle, c'est ça. Il a enlevé son bonnet. Pour rentrer sur la passerelle, il a enlevé son bonnet. C'est-à-dire que ce petit bonhomme-là, avec toute sa passion d'ancien marin sur morutier, il nous transmettait au travers de cet objet, et là je rejoins Martine en fait, au travers de cet objet effectivement désarmé, qui n'était plus qu'une carcasse, en fait, une jolie carcasse, mais une carcasse par rapport à l'origine, impressionnante, hein, mais que ça, eh ben, nous transmettait quand même par l'imaginaire, justement. Il y avait une transmission d'imaginaire que décrit très bien Simondon d'ailleurs. Oui. Quelque chose de ça, quelque chose de la vie des morutiers dans ce bateau. Alors je vais répondre à Bernard sur la mise en mouvement. Je vais répondre à Bernard sur la mise en mouvement des objets techniques. Alors moi, je vais dire ce que je pense. Hein. Bon, il y a beaucoup de musées qui se lancent dans une remise en mouvement d'objets techniques, particulièrement les métiers à tisser. Pour moi, on est dans le domaine de la représentation, quand on essaie de faire une mise en mouvement réelle de l'objet. Après, je dirais ce que j'en pense, parce que les objets techniques qu'on présente dans les musées, on les a sortis de leur complexe d'origine. Il n'y a plus de savoir-faire à fonctionner, il n'y a plus le complexe technique dont ils sont issus. Bon, et en plus, et ce n'est pas en faisant marcher un métier à tisser à vitesse réelle que le visiteur, que celui qui regarde, va comprendre comment fonctionne un métier à tisser. Il va y avoir un effet waouh, il va adorer,
Mais c'est de la représentation, c'est de la médiation culturelle. Je suis d'accord avec toi, Bernard, je pense qu'à ce moment-là, il vaut mieux avoir des outils, des maquettes que tu veux. En plus, maintenant, on peut très bien avoir des maquettes numériques, des maquettes 3D. Tu vois l'objet statique, mais on t'explique son mouvement. Hein. Mais la mise en mouvement dans les musées n'est pas possible pour des raisons d'abord purement de sécurité et purement parce qu'on n'est pas dans le même espace au départ. La commission de sécurité vous interdira de faire marcher une machine à vapeur dans un musée parce que c'est un espace ouvert au public. Donc, il y a déjà ces contraintes de sécurité. Et je pense que c'est un faux problème de se dire quand on voit un objet technique fonctionner, on le comprend mieux. Si on n'a pas les tenants et les aboutissants de la branche, parce que quand tu parles de la machine de Woodcomen, parce que toi tu la connais, si on n'a pas les tenants et les aboutissants, ou je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est la même chose sur un tableau. Tu regardes un tableau, mais bon, certes, c'est un objet, c'est pas si statique que ça. Moi, je me dis, mais putain, le peintre, comment il a fait? Et c'est pas en regardant le tableau que tu vas comprendre la technique de la peinture. C'est un peu la même chose. Ce que je voulais dire, c'est que devant l'objet technique qu'on ne peut plus remettre en mouvement pour des tas de raisons, une animation qui permet par la pensée d'associer les représentations simplifiées de l'animation et les pièces mécaniques que l'on peut voir, là, pour le coup, la machine reprend sa place réelle qui est d'être en mouvement. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais il y a beaucoup historiquement, dans la pensée technique, penser la machine en mouvement, ça n'allait pas de soi. Les théâtres de machines, que ce soit Ramelli, que ce soit Salomon de Caus, que ce soit pas mal d'autres, en fait, ne pensent pas à la machine en mouvement. Ils la représentent de façon statique, ils la représentent en insistant sur les leviers. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que le premier technicien, appelons-le comme on veut, peu importe, à se poser la question, mais c'est quoi une machine en mouvement? Comment est-ce que je peux la penser en mouvement et améliorer son efficacité? Et plus d'un siècle après, les grands polytechniciens les Coriolis, Navier et autres reconnaissaient à Parent le fait qu'il avait été le premier à penser la machine en mouvement. Et ça ne s'arrêtera plus. Mais moi, je voulais insister là-dessus. Et puis, il faut… Oui, mais attends, Bernard, tu fais erreur, là. Excuse-moi de te le dire, tu fais erreur. Les charpentiers hydrauliques ont toujours pensé la machine en mouvement, sinon on ne pouvait pas construire. Mais à l'époque des théâtres de machines, les ingénieurs qui ont fait les théâtres de machines n'ont pas fait, justement, c'est intéressant parce qu'on est dans le domaine de la représentation. Et que le but des théâtres de machines n'est pas de montrer la machine en mouvement, elle est de montrer ce qu'est une machine, à quoi ça peut servir et que oui, ils sont capables de piloter leur construction parce que jamais Ramelli n'a construit lui-même. Par contre, il discutait avec le charpentier hydraulique. Donc, on est justement avec Ramelli, Bernard, dans le régime de la technique, c'est-à-dire de la description et de la mise en forme technique de pratiques qui sont celles des charpentiers hydrauliques. Tandis que Parent, lui, il a posé la question de façon scientifique. Et après, tu as raison, ça ne s'est plus arrêté, je suis d'accord avec toi. D'autant qu'ils ont, c'est même très important. Mais là, il me semble que tu mélanges les deux, si tu veux. On ne peut pas comparer. Les charpentiers hydrauliques ont toujours pensé, sinon ils ne pouvaient pas construire les roues en mouvement, sinon ils ne pouvaient pas les construire. Voilà. Une petite remarque, ce que dit Parent dans le début de son travail, c'est qu'il a examiné toutes les machines qu'il a pu visiter autour de Paris et qu'il a constaté que les mécaniciens, même les meilleurs, ne savaient pas régler leurs machines autrement qu'en bricolant les engrenages, qu'en augmentant une charge, qu'en augmentant le rayon d'une lanterne. Bien sûr. Et que, mais ça va rester vrai jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, nonobstant Parent, parce que l'endroit par excellence où on utilise les machines hydrauliques, ce sont les mines, et il y a intérêt à ce que ça marche bien, et qu'on ne sait pas calculer, et c'est toi qui tu le sais mieux que moi, on ne sait pas calculer jusqu'à la fin du XVIIIe le rendement d'une machine hydraulique. On ne sait pas. Je ne suis pas d'accord. Moi, je peux te dire que c'est vrai.
Parce que c'est toutes des sources qui l'ont prouvé. Et tu as beau dire que tu n'es pas d'accord, l'Académie des sciences le savait peut-être, mais certainement pas les ingénieurs qui étaient dans les mines. Hein. Oui, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, je le sais. En tout cas, Bernard et Anne-Françoise, votre débat est extrêmement intéressant. Un dernier mot, il y a des courriers qui montrent que le réglage de l'optimum des vitesses relatives des pales et du courant est assimilé, y compris dans les États du Languedoc. Bon. Mais ça, peut-être qu'on ne savait pas, mais bon, cela dit, je m'en fiche un peu. Hein. Bon. Je vais juste revenir à notre débat. Anne-Françoise, tu me permets juste revenir à votre débat. Parce que, Bernard, ce que tu dis est passionnant. Pensez la machine en mouvement. Votre débat est très intéressant. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a des possibilités de médiation pour montrer les machines en mouvement, des écrans, tout ce qui est numérique. Mais le discours que tu viens de tenir là, sur penser la machine en mouvement, jamais tu pourras le reconstituer dans le musée, parce que le musée n'a pas les moyens de le faire. Ce n'est pas forcément son rôle. Donc, la remise en mouvement des machines ne va pas te donner ce que le disque ne va pas rendre la discussion que vous avez eue aujourd'hui, tous les deux, là. Oui, non, mais ça c'est tout à fait exact. Mais ça n'est pas le but. Mais simplement pour remarquer que penser la machine en mouvement, même pour les gens les plus avancés, n'était pas évident. Elle n'est pas évidente, oui. Est-ce que je peux dire quelque chose? On ne va pas discuter de ça. Il y a des questions de Claudia, de Laure, je crois. Oui, est-ce que je peux dire vite, rapidement, quelque chose justement sur les machines en mouvement? Quand j'ai été en Florence, dans un musée des techniques avec Paolo Breni, qui est un expert en instruments scientifiques, il fait… Oui, je connaissais bien Paolo Breni. Voilà, je l'ai vu l'atelier, il restaure les instruments et il les fait marcher à travers un QCR, tout ça. Donc, on le voit en mouvement. Et toutes les machines sont vivantes dans le sens où on les voit en mouvement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et qu'aussi, je voulais te demander si c'était possible, dans le cas des expositions, maintenant, de plus en plus, on fait de plus en plus d'expressions, des expositions, enfin, ou des mises en scène ou des musées virtuels en réalité augmentée. Qu'est-ce que tu en penses de cette approche-là? Alors maintenant, on parle même de métavers, mais je t'avoue franchement que la notion de métavers m'échappe encore un petit peu. Parce qu'à Montréal, j'ai beaucoup vu d'expositions et j'en vois beaucoup tous les ans. Soit ce sont des artistes, soit ce sont des mises en scène où on rentre dans un ISS, par exemple, un vaisseau spatial. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait une place pour les objets techniques dans cet esprit-là, avec cette numérique? Les expositions immersives avec tous les dispositifs d'immersion, les expositions 3D, je pense que on reste quand même dans une partie enfin, c'est un discours, on reste dans la partie de l'artefact de connaissance, sauf que les moyens de construire le discours du musée ont évolué. Au lieu de prendre des maquettes, pas des maquettes réelles en bois, on a des maquettes virtuelles, mais en fait, ça reste à peu près la même chose. Hein. Oui, c'est juste le moyen technique a changé. Oui, il n'y a plus, l'espace, il peut être n'importe lequel, on rentre dans un univers et c'est un univers. Puisqu'on peut être dans une salle noire et on a des lunettes, etc. Donc, est-ce que les objets, on pourrait, c'est une représentation, tu dis, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose aussi qui échappe à tout le monde, c'est-à-dire que c'est une expérience qu'on vit aussi. Oui. Une expérience, mais qui peut aussi donner un sens dans la connaissance, peut-être. Je ne sais pas si on pourrait inclure quelque chose d'autre qui font penser qu'on peut, par exemple, montrer comment la machine, elle marche dans une dimension énorme et la faire marcher, l'objet technique qui fonctionne réellement dans cet espace-là. Ah ben, il y a eu des expériences, tu te rappelles, Anne-Françoise, tu te rappelles sur l'usine 3D, il y a des expériences là-dessus. Hein. Il y a aussi Jean Canton qui avait travaillé là-dessus. Ça existe depuis très longtemps. Voilà, l'INRIA a fait l'INRIA, merci. une maquette totale d'un bateau du 18e avec notre collègue Sylvain Linares. Et tu rentres dans le bateau et en fonction d'ailleurs de ses propres connaissances à elle en tant qu'historienne des techniques maritimes, il change les choses et ce sont tous les objets techniques qui sont dedans. D'accord, merci. Et c'est une forme de métaverse, parce que c'est ça. C'est du métavers. Ouais. Métavers. Oui, c'est-à-dire les univers artificiels. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous regardez, si vous êtes comme moi, mais vous ne l'êtes pas,
fanatiques de Star Trek, Oui, moi j'adore Star Trek. Voilà, ben, Moi aussi. quand ils partent dans leur pièce spéciale là où il se passe des choses complètement différentes avec des personnages fictifs, etc. Eh bien, c'est ça le métaverse. Métavers, d'accord. Merci beaucoup. Métavers ou métaverse, comme vous voulez, voilà. Ça dépend en français ou en anglais. C'est ça, voilà. C'est métaverse en anglais et métavers en français. Comme univers. J'aimerais donc passer la question de Laure, qui est en attente depuis longtemps. Laure? Le microphone, Moi, Laure? OK. Merci Réginald et merci Bénédicte pour ta communication. Vous m'entendez? Oui, très bien. En fait, j'avais une question qui est peut-être pas tout à fait, peut-être que c'est pas maintenant qu'il faudrait la poser, mais elle m'est apparue quand même. Voilà, c'est une question sur le complexe technique. Si on part du principe que le complexe que l'objet muséal, l'objet technique, donc, aurait lui aussi son propre complexe technique, tel que celui d'une industrie comme Bertrand Gilles en a parlé et que tu as cité, est-ce qu'il est possible d'historiciser cette question du complexe technique, par exemple pour des musées qui auraient déjà plus de 2 siècles? Est-ce que la chose évoluerait si on regarde le Louvre il y a, au moment de sa constitution en tant que musée, par exemple, ou les collections de la BNF quand elles étaient bibliothèque royale, etc. Parce qu'en fait, je finis par me demander si cette question cette notion du complexe technique telle qu'on essaie de l'utiliser à travers Bertrand Gilles n'est pas… Non, Maurice Domat, Maurice Domat est complexe technique. Pardon, alors oui, il y a une confusion, c'est-à-dire que Bertrand Gilles utilise le mot système technique. Système technique. On est d'accord, ok. Mais je reviens bien aux pages des prolégomènes de l'histoire des techniques, page 17-19 de la Pléiade. Eh bien, je me demandais si c'était, puisque c'est de l'industrie, finalement, c'est peut-être une question un peu la palissade, mais si ce n'est pas uniquement lié, si c'est une façon de voir les choses qui est liée à l'industrialisation, finalement, parce que finalement, on considérerait le public ou les publics comme un des éléments du complexe technique. Oui, tu as raison. Tu as raison. Alors je pense que c'est même ce qui fait la raison d'être des musées. Alors, évidemment, le Louvre, mais il y a des musées qui sont beaucoup plus anciens, en particulier en Italie, des musées qui existent depuis quasiment le XVIe siècle ou le XVIIe siècle, puisqu'il y a un texte de Leibniz là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la naissance du musée. Et là, je pense que pour le coup, Dominique Paulot a peut-être raison. C'est-à-dire, c'est ça, on crée un complexe technique. On présente des œuvres qui ne sont plus dans leur contexte d'origine pour un public de plus en plus large. Donc, le public aussi fait partie du système technique et fait partie de l'industrie. Où tu as raison, peut-être, et j'ai jamais pensé, je te dis franchement, Laure, c'est peut-être qu'avec si on prend l'histoire du musée en France, en fait, le grand développement, ça va être le 19e siècle, après la Révolution, peut-être que là aussi, parce qu'on va parler de musées industriels, là, peut-être tu as raison, on est dans un complexe qui devient un complexe industriel, le festival fait partie de ce complexe. Oui. Entendu, merci. J'ai fait tomber quelque chose. C'est intéressant. C'est intéressant. Laure, pour ce qui est de la paternité des concepts, pardon, bien sûr que Bertrand Gilles parle de complexe technique, il en parle même très très bien, mais le concept, c'est Maurice Domat qui l'a mis sur pied en quelque sorte. La différence entre les deux, c'est que Maurice Domat s'arrête au complexe technique qui est purement descriptif, somme toute, hein. Tandis que Bertrand Gilles, lui, va au-delà et lui a essayé d'introduire la pensée systémique que Bernard refuse dans l'histoire, en quelque sorte, un peu maladroitement. Il parle aussi de filière, hein, Bertrand Gilles. Oui, il parle de filière aussi. Tout ça est décrit. Alors, de poser la question à Bénédicte, de savoir, tu parlais de Maurice Domat ou de Bertrand Gilles, alors, du coup? Moi, je partage Bertrand Gilles. Hein. J'assume voilà, ma filiation intellectuelle à Bertrand Gilles, je l'assume. Voilà, et Bertrand Gilles, c'est bien ces pages. Oui, alors c'est de ça dont je voulais parler, mais c'est vrai que lui, il n'utilise pas le mot complexe technique à ce moment-là, je crois. Il dit système technique. C'est des systèmes techniques. Bertrand Gilles développe très, très précisément ces notions, mais je vous ai expliqué ça dans un cours de licence. Hein. Mais peut-être, oui, c'est ça. Peut-être que c'est rien de très précisément ces questions complexes, filières, etc. Il fait le point là-dessus. On sait dans des autres, bien sûr, c'est pas lui qui a mis
dans un article qui est un des derniers articles qu'il a écrit. Ce n'est pas du tout dans l'encyclopédie La Pléiade. C'est un article qui s'appelle « De la dynamique des systèmes techniques ». Ok, merci. Et dans lequel, à mon avis, il fait le résumé de tout ce qu'il a dit sur sa pensée systémique. Et c'est cet article-là qui est le plus intéressant. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous passons à la question de Claudia. Merci beaucoup. Je pense quand même qu'Anne-Sophie Rosé attend depuis un moment. En tout cas, elle avait levé la main avant moi. Elle est la prochaine. Elle est la prochaine. C'est gentil, Claudia. C'est vrai qu'en fait, je n'ai pas posé ma question du début. mais c'est passionnant et merci encore, Bénédicte. C'est un vrai plaisir de t'écouter et de mettre tout ça en perspective. C'est vraiment super. J'ai juste une petite question pour avoir ton sentiment par rapport au matériel immatériel. Je ne parle pas de patrimoine immatériel qu'encore autre chose, mais sur, quand tu disais tout à l'heure, on dit immatériel quand c'est du numérique et il y a toujours du matériel parce qu'on a un casque, etc., etc. Et en fait, on s'est posé les mêmes questions il n'y a pas très longtemps avec des chercheurs sur la question des codes informatiques, du logiciel, parce que c'est des questions qui émergent un petit peu dans la démarche de sauvegarde du patrimoine scientifique. Ce n'est pas nouveau et on n'est pas les seuls à se poser la question, mais s'il faut sauvegarder des artefacts matériels de la pratique de la recherche, on a tendance à mettre de côté l'informatique en se disant c'est trop compliqué. Or, il y a je pense qu'on peut parler d'artefacts alors les termes ne sont pas bons et prêtent à confusion, c'est pour ça que c'est difficile, mais d'outils dématérialisés qui moulinent, qui ont une action dans le numérique, en gros. Je suis d'accord avec toi, il faut faire la différence entre immatériel et dématérialisé, parce que ce n'est pas pareil. Tu peux avoir des outils dématérialisés qui tournent sur Internet, mais cela dit, ces outils dématérialisés, d'abord, il va falloir pouvoir les sauvegarder, les pérenniser, et on va avoir le même problème que je pourrais comparer aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore des lecteurs de cassettes HS? Si tu n'as plus les possibilités de les lire ou de les retranscrire, comment tu feras? Et justement, mais c'est la même chose pour les objets scientifiques. Pour le coup, là, il faut arriver à garder le système de production dans sa globalité, et c'est là, en général, que ça pèse dans les processus. Ouais, mais on a un peu le même problème avec les objets de la recherche parce que souvent, on n'a qu'un morceau d'une manip. Souvent, en fait, quand on sauvegarde, on dit que c'est très bien, et c'est très bien, mais souvent, on est déjà dans la représentation parce qu'on va sauvegarder qu'une partie et on va la documenter comme on peut, etc. Mais cet objet dématérialisé, il a quand même, dans la pratique de la recherche, une importance. Et du coup, est-ce que c'est pertinent d'essayer de documenter comme on le fait pour les instruments, finalement, en le décrivant, pour avoir cette interface. Enfin, les termes sont, encore une fois, j'ai conscience que ce n'est peut-être pas les bons termes, mais pour avoir une trace de ce qu'on fait finalement autour d'un objet matériel, pour avoir une trace. Alors qu'on sait qu'en vrai, la poterie, elle n'est plus dans son environnement et que c'est pas grave parce que finalement, on en fait autre chose. Enfin, on est dans Oui, je pense qu'il faudrait peut-être appliquer la même démarche, en sachant que de toute façon, il y aura comme on dit maintenant de façon vulgaire, il y aura des trous dans la raquette. Mais je pense que oui. D'autant plus que cette réflexion, elle s'est un petit peu cristallisé, voyons ça comme terme, avec l'exemple, vous avez entendu parler des NFT, ces œuvres d'art. Oui, les NFT. Alors, j'en ai pas parlé, Anne-Sophie, parce que c'est un sujet qu'on découvre. Alors, il y a d'autres types de NFT, puisque maintenant, il y a même des ventes. Il y a des ventes aux enchères tu as deux types de NFT. Les NFT qui sont liés à des œuvres qui sont déjà dans le domaine public. Ce sont les droits de cession, les droits de reproduction que l'on vend. Mais tu as aussi des œuvres d'art qui sont des NFT natives et que l'on vend. Et il y a des codes sources, il y a un code source d'Internet qui a été vendu sous forme d'NFT. Donc, ça veut dire que de sauvegarder un code source, ça a du sens. Enfin, c'est un peu fou quand même, mais je ne sais pas si ça a du sens. Là, je reprends la conversation qu'on avait avec Anne-Françoise. Là, le monde des musées du patrimoine est complètement en train de changer avec la notion de NFT que l'on découvre et ça va poser aussi des problèmes juridiques.
c'est plutôt un problème juridique pour le moment. Et c'est vrai que ce sont des NFT sources ou des NFT de reproduction ou des droits de cession. Et ma dernière remarque, et après je passe la parole, c'est dans les métiers du patrimoine, je trouve qu'on risque la schizophrénie, parce que d'un côté, il y a une espèce d'éthique du patrimoine avec une description rigoureuse, une documentation, une étude de l'objet, une contextualisation, etc. Et pour une valorisation dans lequel il faut rentrer dans un autre système où il faut plaire, où c'est pas grave de pas comprendre. Donc finalement, le travail de sauvegarde, si voilà. Enfin, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais sauf que en fait, disons que c'est une manière de ne pas injurier l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout, comment dire, il y a le travail de sauvegarde et le travail de représentation. Ce sont deux choses différentes. Et d'ailleurs, on a pensé à un moment, il n'y a pas tellement longtemps, que les deux étaient les mêmes. Mais ok, Bernard, bonnes vacances à l'année prochaine, Bernard. Merci pour tout. Merci pour tout. Au revoir à tous, merci. Merci Bernard. Au revoir Bernard, bonnes vacances. À bientôt. Et donc, mais en fait, c'est un peu la différence entre, voilà, c'est ce que je disais, entre les archives et qu'est-ce qu'on montre, et qu'est-ce qui, dans 50 ans, sera important d'être montré. Est-ce qu'on aurait pensé, on parlait de la révolution industrielle, est-ce qu'on aurait pensé en 1880 qu'il était important de mettre une bicyclette dans un musée? Je ne pense pas. D'ailleurs, honnêtement, par exemple, dans les années 1970, le nombre de choses qui ont été jetées est complètement hallucinant, à tel point qu'on a, là, c'est plus les trous de la raquette, c'est des trous mémoriels extrêmement importants et définitifs en quelque sorte. Donc, et qu'on ne pourra même pas reconstituer, et encore moins représenter. Donc, je pense qu'il faut plutôt dire que le présent travaille pour l'avenir, la représentation se fait pour le présent, mais la sauvegarde se fait pour l'avenir, et se fait pour le présent et pour l'avenir. Et que l'avenir, c'est le travail dans l'inconnu. Oui, garder le positif. Je comprends ce que tu veux dire, Anne-Sophie, parce que moi, je suis comme toi, je suis un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'en plus, pour aller encore un peu plus pessimiste que toi, c'est qu'en plus, maintenant, dans les musées, on nous demande de sauvegarder, de faire la démocratisation culturelle qui doit être gratuite, et en même temps, on nous demande de chercher des ressources propres, donc d'aller vers le mécénat, etc. Mais ça, c'est ce que j'essaie aussi d'analyser. Ça prouve bien que le musée est un espace hybride où il est en représentation, où il va rechercher de l'argent, etc. Et pour juste dire à Françoise Petit, je suis d'accord qu'il y a eu des pans d'objets qu'on n'a pas pu ou pas voulu préserver, parce que en fait, la notion d'objet de musée ou la notion de patrimoine, c'est une notion en construction, c'est à un moment donné, ce qu'une société décide de conserver. Oui, je suis d'accord. Et ça, du coup, ça renvoie peut-être au côté schizophrène d'Anne-Sophie. On soigne, ça va quand même. Par exemple, au musée des arts et métiers, c'est très difficile, par exemple, de remonter des choses très contemporaines. Au musée des arts et métiers, ils ont posé beaucoup de questions sur les vitrines très, très contemporaines. Comment, par exemple, mettre en valeur un pacemaker? Bon, c'est compliqué, quoi. Voilà. Il y a 4 questions comme ça qui sont liées aux objets. Oui. Oui, bien sûr, c'est vrai. Je pense que Claudia aimerait s'exprimer. Oui, merci. En fait, j'avais levé la main en gage de réaction un peu à chaud, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait qu'il faudrait que les musées n'ont pas une vocation à culturer les gens, etc. Donc, en fait, on a un peu changé de sujet et en même temps, vous avez aussi répondu à mes questions. Donc, je l'ai refait en fait. Et je rejoins un peu, je réponds à ce qu'elle disait Anne-Sophie à la fin de son intervention. Du coup, moi, je pense que le musée a plusieurs fonctions et je trouve que la fonction
si on veut l'appeler acculturation, ce n'est pas forcément une fonction nocive ou qu'il faudrait exclure. Il s'agit juste de voir en quel sens on l'utilise, parce que bien sûr, si moi je dois penser que les musées doivent m'apprendre des choses comme à l'école ou doivent m'élever en quelque sorte, non, bien sûr que non, mais je pense que le public des musées est assez varié. Il y a des personnes qui ont des connaissances propres qui leur permettent de comprendre l'objet à peu près, même sans explication. Il y a aussi des personnes qui sont curieuses, qui ont envie de connaître, mais qui n'ont pas les outils. Et donc, ils ont besoin de l'explication. Et je trouve que le musée, ça permet plusieurs niveaux de lecture. Donc, si moi j'ai envie de lire, je lis, et sinon, je ne lis pas. Et ce n'est pas du tout une imposition. Et en même temps, je ne trouve pas qu'il y a une schizophrénie. Il faudrait plutôt penser que, certes, peut-être quand on doit faire l'inventaire, on a un langage technique, mais quand on expose les choses, donc on doit faire en fait un récit pour le public, ces récits ne doivent pas forcément être rendus plus faciles, parce que finalement, le musée a un langage qui peut être soutenu, et c'est le public qui doit, à un moment donné, se conformer à ces langages. On ne doit pas faire un travail à la baisse parce que les gens deviennent de plus en plus débiles. Et aussi, je trouve que... Donc voilà, le public, je pense que c'est très important parce que si le musée est public, si les objets sont exposés, on doit tenir compte aussi des personnes qui viennent nous visiter. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, Claudia. Je n'ai jamais dit que les musées n'avaient pas de discours à tenir. Je n'ai jamais dit qu'il fallait prendre le public pour des débiles. Je dis seulement, si tu veux, qu'on est dans un espace de représentation et un espace de réception. Mm-hmm. Donc, en fait, quand tu vas dans un musée, tu arrives aussi avec ton état du moment, ton état psychologique, tes soucis du quotidien. Tu as des jours où tu as envie d'apprendre des choses, tu as des jours où tu as envie d'avoir une expérience. Et qu'en plus, comme c'est aussi la difficulté du musée, on essaye d'avoir un discours muséographique, une mise en scène, une scénographie. Pour moi, une mise en scène, une scénographie, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Au contraire, c'est les métiers, le musée est là pour ça. Mais on s'adresse à un public le plus large possible, aussi bien comme quelqu'un comme Bernard, parce qu'il est parti, qui est très pointu sur la machine romaine, que quelqu'un qui n'a aucune connaissance. Donc c'est là qu'il faut arriver à ça, c'est quasiment impossible. Tu ne peux pas quasiment t'adresser à tout le monde en même temps. Et où tu as raison, c'est-à-dire que je pense que alors là, pour le coup, c'est peut-être justement aussi que peut-être que le musée est aussi un lieu d'imprégnation par la pratique, c'est-à-dire que je pense qu'on apprend des choses peut-être sans s'en apercevoir. C'est une expérience qui n'est pas une expérience académique ou pédagogique. Ben oui, voilà. Tu rejoins ce que disait Martine là. Ah oui, merci. Oui. Non, mais, oui, mais attention Martine. Martine, je dis qu'on apprend des choses, des connaissances, mais ça ne veut pas dire que quand tu vois un métier artistique fonctionner, tu vas t'approprier les savoir-faire du métier artistique. Ce que je veux dire, c'est que ça participe quand même du rôle pédagogique du musée. Ça participe de ça, et je pense que ça crée un mouvement qui entraîne les gens. Voilà. Non, mais ça, c'est ton côté optimiste, Martine. Oui, mais moi, je suis profondément optimiste, je le reconnais. Tu as raison. Tu as raison. C'est vrai. Oui, mais en même temps, je trouve que, OK, on s'adresse au public le plus large, mais il ne faut pas quand même essayer de rejoindre n'importe qui, dans le sens que avec cette idée, en fait, et aussi pourquoi moi, je pense que l'émotion est donnée par les choses que moi je suis en train de voir. Je trouve pas très correcte cette idée que le musée, comme toute autre institution, doit fournir en fait un service à la carte. Non, en fait, il fournit un service. Il reste sur un certain niveau du discours, un certain niveau culturel du discours, qui ne doit pas être trop compliqué ou trop élevé, bien sûr, mais qui ne doit pas être sectionné en plusieurs façons pour rejoindre tout le monde. Enfin, je pense qu'on peut s'atteindre sur un
un niveau moyen haut, moyen élevé. Claudia, ce que tu décris là, et ce que vous décrivez, ce que décrit Martine aussi, et ce que décrit Bénédicte, et ce que tu décris en disant que ça doit passer par l'émotion, ça rejoint exactement ce que dit Simondon. Lisez l'article que j'ai fait à propos un ouvrage nous a appris dans le dernier numéro d'Héphaïstos paru là. J'ai fait sur le bouquin de, comment il s'appelle, le bouquin de Xavier Guchet. Et ça m'a permis, mais je l'ai utilisé, le bouquin de Xavier Guchet, parce que ça permettait de comprendre les idées de Simondon. Ça les rendait lisibles pour les historiens. Et c'est exactement ce que tu dis, Claudia, c'est exactement ce que décrit Simondon. Il appelle ça la transduction, l'aspect transductif. Et il dit que c'est un élément extrêmement important, justement pour faire passer, on va dire, pas un message, mais une connaissance, mais par l'imaginaire en quelque sorte, par l'émotion. Et lui dit que c'est extrêmement important dans le cadre d'une culture technique. Pour aller, vous voyez, dans votre sens. Lisez ce petit article sur je pense qu'il est lisible parce que je l'avais fait lire, je dirais, à des gens qui ne sont pas habitués à lire Simondon et qui trouvaient que c'était compréhensible. Et parce que moi, je l'ai ramené justement à la question du patrimoine. Et c'est tout à fait ce que tu dis, Claudia. Justement, cette notion de Simondon est très importante, puisque par l'émotion, évidemment, parce que de toute façon, l'émotion est une façon de s'approprier des savoirs et des connaissances. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai quand on regarde une pièce de théâtre, c'est vrai quand on regarde un opéra, c'est vrai quand on lit un livre. De transmission, oui, oui. Mais le problème étant, c'est que ce concept de Simondon, après… où est le problème? Pourquoi c'est un terme de notre époque, l'émotion? C'est pas parce qu'on objective quelque chose que quelque chose-là n'a pas existé avant. Moi, j'ai lu les historiens qui ont travaillé beaucoup sur les passions, les émotions, l'histoire des émotions. Les passions, les émotions, d'abord, Simondon écrit en 1958. Oui, et d'autre part, les passions, l'émotion, je peux dire que ça remplit tout le XVIIIe siècle. Hein. Il me semble que ça remplit tout le XVIIe. Je serais pas loin de penser que la littérature courtoise n'en est peut-être pas éloignée. Donc, tu sais que j'ai travaillé un peu sur l'émotion, Anne-Françoise, et c'est pas oui, mais écoute, quand même, quoi. Non, mais je voulais terminer sur cette notion que met Simondon, c'est-à-dire que je pense qu'il a raison. Seulement, quand tu demandais, Anne-Françoise, que dans les musées, on ait des feedbacks, pour arriver à savoir le ressenti, l'émotion des visiteurs, c'est extrêmement compliqué parce que ce n'est pas immédiat. Tu peux avoir vu quelque chose dans un musée ou dans un lieu et t'en rappeler 10 ou 20 ans après. Par contre, Laure, oui, absolument. Par contre, Laure, attends, je crois comprendre ce que tu veux dire. C'est pas le terme, c'est l'usage qu'on fait du terme qui a changé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça, d'accord. On est quand même dans une époque où on est quand même dans une époque où le mot émotion est absolument partout et où on a même constitué un alphabet d'émotions. Donc, voilà, moi, quand je l'entends dire dans un cadre un peu industriel, comme celui qu'on vient d'évoquer… Non. Arrête avec l'industriel. Ce n'est pas industriel, c'est l'apprentissage technique, ce que dit Simondon, qu'il ne faut pas, Simondon dit, il ne faut pas faire l'erreur qui a été commise justement dans le monde industriel, c'est-à-dire d'éjecter la technique de la culture, parce que c'est comme ça qu'on en fait un monstre. Et il dit c'est l'inverse, il faut introduire la technique dans la culture, et pour introduire la technique dans la culture, il faut l'aimer, parce qu'il y a toute une transmission qui se fait par l'émotion. Entendu. Il me semble, puisque tu faisais allusion à… Il me semble que c'est aussi ce que dit Tim Ingold dans un article qu'il a écrit dans la revue justement qui s'appelle Technique et culture, c'est-à-dire c'est pas… Il faut… Et l'émotion, pour moi, je ne prends pas l'émotion ou le ressenti… L'émotion, ça fait… le XVIIe siècle, le grand siècle, est rempli de passions et d'émotions qui sont un moyen de… Bien sûr. De connaissance du monde. Je sais pas…
Et justement, c'est un peu ce que. J'adhère absolument à tout ce que vous dites, hein, c'est pas ça que je voulais dire. J'aurais pas dû le dire à ce moment-là, je pense. C'est pas grave. C'est pas par enfin, 1958, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que justement, à force d'avoir, dans le monde industriel, dans la culture de l'ingénieur, d'avoir fait de la technique un objet froid, on l'a empêché que les gens se l'approprient. C'est comme ça que j'ai compris, moi. Non? Oui. Et surtout, cherche à le connaître, justement. C'est-à-dire que la connaissance de l'objet technique était uniquement le fait de technicien, en quelque sorte. Et qu'il y avait ça renvoie exactement à ce que disait Martine. C'est-à-dire que, du coup, c'est soit pas intéressant, dévalorisé, ou c'est soit pas intéressant, c'est-à-dire on réserve ça aux gens qui font fonctionner, ou dévalorisé parce que, ma foi, certes, un boulanger gagne beaucoup d'argent, mais au musée de la dentelle de Calais, il y a un fort impact émotionnel de voir les ouvriers revenir qui ne sont pas revenus. Et les amis de musée ont dit les gens ne veulent pas revenir, c'est trop difficile de revenir, c'est un bassin d'emploi qui est sinistré. De voir la technique exposée comme ça en se disant on peut revenir dès demain dans cet atelier qui est reconstitué, c'était trop difficile. Donc c'est là que l'impact émotionnel est très très fort. Voilà. Ça, c'est une question qu'on avait étudiée dans le séminaire démolition, déconstruction, disparition. C'était même l'origine du séminaire. C'est-à-dire que faire le deuil de quelque chose est extrêmement compliqué quand ça a structuré votre vie et quand ça correspond à votre capacité et votre savoir-faire. Et c'est une des raisons pour laquelle on a fait ce séminaire des constructions des disparitions. Et comme tu l'as écrit à Françoise, l'ouvrier ne fait pas patrimoine. L'ouvrier ne fait pas patrimoine. C'est une conséquence. Donc, il faut relire ce qui a été publié. Il a duré 3 ans, ce petit séminaire, sur ces questions-là, parce que c'est de ça dont tu parles là, en fait. C'est pas que l'émotion, c'est lié à la perte. La perte du droit d'exercer ce qu'on sait faire. Faire le deuil de son savoir-faire, accepter les choses. Bon, derrière ça, il y a toute la notion de résilience, et ça, c'est très difficile à faire admettre, surtout quand on veut créer un musée qui représente un bassin d'emploi aussi, qui est disparu. Et ça a été très difficile à Calais, par exemple. Et c'est pas qu'à Calais, ça a été très difficile partout en France. Partout en France. Oui, c'est vrai ce que dit Anne-Sophie Roset. Je suis d'accord. Et l'objet incarne le temps. Ça a été vrai partout en France, cette question. Et je répète, ça a été pourquoi le séminaire démolition, déconstruction, disparition a fonctionné pendant 3 ans. Et il réunissait beaucoup de monde, c'était au CNAM, et on avait toujours 15, 20, 30 personnes, et c'était toutes les gens qui travaillaient sur ces questions-là dans les années 90. C'est un peu dommage que les gens qui travaillaient après n'aient pas considéré intéressant de revenir là-dessus, parce qu'ils auraient compris que c'était une expérience générale, et peut-être éviter de faire, peut-être trouver les moyens, mais ça c'est compliqué, honnêtement c'est très compliqué. Pas oublier que la notion de patrimoine industriel est née en 84 en France et qu'elle s'est développée dans les années 90, et qu'à cette époque-là, les usines étaient en train de fermer. C'est l'histoire du Creusot, en gros. C'est l'histoire du Creusot. C'est l'histoire de Caen, c'est l'histoire du Creusot, c'est l'histoire de Nantes, c'est l'histoire de tous les bassins industriels. Tous les bassins, l'histoire de Saint-Étienne, c'est l'histoire de tous les bassins industriels. De Calais, Écoutez, moi, j'ai trouvé que la discussion a été vraiment animée aujourd'hui et j'ai beaucoup appris, mais j'ai une question. On peut peut-être s'arrêter là ce soir, non? Parce que déjà, il est 21h, non? J'ai une petite question avant de terminer, puis après ça, on va mettre fin. Donc, ce que j'ai appris que de votre part, en fait, la phrase que j'ai retenue, une description du musée qui est un dispositif qui est destiné à faire connaître. Et donc, ça, c'est la définition la plus simple que je viens d'entendre du musée. Mais je me demandais, parce qu'aujourd'hui, finalement, on a parlé essentiellement les exemples qu'on a utilisés, c'est essentiellement des musées français.
Et je me pose la question, est-ce que ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est un concept universel du musée ou est-ce que c'est particulier à la France? Alors, Parce que il semble, pour moi, on n'a parlé que de la France, mais étant donné que je ne suis pas du tout dans ce monde du musée, est-ce que ce que vous avez mentionné, c'est applicable universellement ou alors c'est c'est la, particulier? c'est la discussion qui est en cours en ce moment, puisque le musée, c'était la notion de musée universel quand on a créé le Louvre. Et c'est la définition qui est en cours au sein de l'ICOM, le Comité international pour les musées, où ils vont vers une nouvelle définition de musée. Mais alors, moi, je travaille en France, mais je connais bien les musées du Québec. Bon, par exemple, je pense il y a un modèle qui est venu du Québec, c'est le musée de la civilisation de Québec. On en a fait le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée au MUSEM. Ce concept de musée de civilisation vient du Québec. Il y a toujours eu des liens très étroits entre la muséologie française et la muséologie québécoise par l'intermédiaire de Georges-Henri Rivière et d'André Desvallées. Donc, je pense que ce sont des modèles aussi. Et il y a eu des transferts de technologie, pour le coup, entre un monde muséal différent du Québec vers la France. Mais alors, après, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je pense d'abord parce qu'il est 21h08 et ça dépasse de beaucoup euh, ma, mon- ma- ma communication de ce soir, où moi, je reste dans une approche technique et je ne m'intéresse pas au musée en général, mais à l'histoire de la musée. Ce n'est pas du tout le sujet de mes études. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses en plus, au niveau universel. Est-ce que le musée africain, le musée de la civilisation noire, des civilisations noires qui viennent d'être créées récemment, est le même concept de musée? Je pense que là, on est dans un séminaire de muséologie qui n'est pas ce que je voulais aborder ce soir. OK. Ben, ça sera l'occasion d'en discuter l'année prochaine. Oui, voilà. Et pas avec Bénédicte, puisque c'est pas. Peut-être on trouvera un intervenant extérieur non français, je ne sais pas, parce que je pensais aussi au musée chinois. Enfin, il y a vraiment une compréhension asiatique aussi différente. Alors moi, quand je suis allée à Pékin avec Dominique Poulot, ce qui m'a totalement surpris, c'est évidemment le gigantisme des musées. Et d'ailleurs, le musée des civilisations de Dakar au Sénégal est un mécénat de compétences chinois. Ils ont créé un truc absolument avec un gigantisme et avec, je pense qu'on est. Alors moi, c'est pas du tout d'ailleurs une critique. On est plus dans l'industrie culturelle et le tourisme. Pour moi, c'est ça. Le musée sert à ça aussi. Il est dans un contexte historique, culturel, il sert à ça. Et on voit bien que dans le continent africain, il y a des musées qui émergent parce qu'ils ont envie aussi de s'approprier ce monde-là. Et au passage, en Chine, ça je le sais aussi parce que je l'ai vécu, ce sont les conseillers de ces grands musées énormes que tu évoques sont souvent québécois. Oui. Et c'est pour une part aussi vrai en Afrique. Disons que la muséologie québécoise exporte un peu partout, très bien d'ailleurs, parce que c'est certainement ce qui se fait de mieux, à mon avis, un peu partout dans le monde, quoi. Alors que moi, alors que Bénédicte mentionne le gigantisme des musées chinois, j'en ai visité quelques-uns également, et notamment celui de Shanghai, où est-ce qu'il y avait vraiment une exposition formidable.